Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Monde en question, le balado de l'Observatoire des droits de la personne. Ici Anne-Guérin-Lévesque et Diana Catlan. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Laure, candidat à la maîtrise en sciences politiques avec mémoire à l'Université Laval et également membre de l'Observatoire des droits de la personne. Et donc, aujourd'hui, on se rend dans la région du Kurdistan, donc la région géographique et culturelle transfrontalière d'Asie occidentale, majoritairement peuplée par les Kurdes, pour parler du conflit entre le Parti des travailleurs du Kurdistan et la Turquie. Un conflit qui sévit depuis 4 décennies et durant lequel plus de 40 000 personnes ont été tuées. Et pourquoi on en parle? En fait, c'est parce qu'il y a quelques semaines, on apprenait une actualité assez intéressante. Abdullah Öcalan, le fondateur et dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan, dit aussi le PKK, a publié le 28 février dernier, depuis sa prison, une déclaration appelant le groupe à se dissoudre et à déposer les armes dans sa lutte contre l'État turc. Donc, Alexandre, est-ce que tu peux nous résumer brièvement qu'est-ce que le PKK et l'origine du conflit entre le PKK et l'État turc, s'il te plaît? Oui, bonjour. Premièrement, merci de m'avoir invité. En gros, en fait, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, c'est un groupe armé de gauche qui a fait la promotion de la violence pour atteindre l'autonomie ou l'atteinte, en fait, de la fondation d'un État kurde au Moyen-Orient, ou du moins la reconnaissance des droits des Kurdes au sein des États existants. On pense que c'est un groupe qui a été créé dans les années 80, mais il tire en fait ses racines dans l'effondrement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale et la fondation de la Turquie moderne en 1923. Dès la fondation du pays, après une rude guerre d'indépendance pendant laquelle les Turcs et les Kurdes ont combattu ensemble par principe de fraternité pan-islamique, le leader du mouvement indépendantiste turc, Mustafa Kemal Atatürk, nie l'existence du peuple kurde, soutenant en fait que les Kurdes, c'est seulement des Turcs des montagnes. Euh, une année après, en fait, seulement après 1923, de plus, il abolit le califat, qui est en fait le dernier lien qui unifie en termes d'identité les Turcs et les Kurdes en Turquie. Donc, du même coup, en fait, les Kurdes, ils ont perdu leurs droits culturels, leurs droits linguistiques, ce qui mène à une série de violentes rébellions entre 1925 et 1940 qui sont toutes étouffées par la répression turque qui a rasé des villages, qui a mis en place des déportations de masse, des bombardements indiscriminés, ainsi de suite. Depuis les années 1940, en 1946, en fait, le système politique turc se libéralise progressivement. Puis malgré quelques coups d'État à chaque dizaine d'années à peu près, il y a une libéralisation progressive de l'échiquier politique en Turquie. Ce qui a mené en fait à une polarisation de la politique en Turquie au final, où les extrêmes prennent énormément de popularité, surtout auprès des jeunes, puis, il faut rappeler en fait que le contexte économique était favorable au socialisme puis au communisme en Turquie dans ces années-là. Les leaders du PKK, notamment Abdullah Öcalan, participent à des mouvements de gauche à Ankara avant de se dissocier des mouvements de gauche parce qu'en fait, ces mouvements-là ne prennent pas suffisamment en compte les doléances spécifiques aux Kurdes par rapport à leur culture, par exemple. Donc, ils créent un premier parti, le Mouvement de la libération nationale kurde, en 1974, puis se relocalise près de la base populaire des Kurdes dans l'est et dans le sud-est du pays en 1975, pour finalement mener le mouvement à prendre le nom du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, en 1978. En 1980, la Turquie est frappée par un coup d'État, pousse le PKK en dehors du pays, qui se réfugie en Syrie pour recevoir du soutien en fait de ce pays-là. Entre 1980 et 1984, le PKK prépare sa lutte armée puis lance sa première offensive en 1984, qui a mené à plus de 40 ans de conflits, plus ou moins continus, surtout à partir de bases arrières en Irak puis en Syrie. Le leader du parti est arrêté en 1999, mais la rébellion continue puis son autorité persiste.
t'as parlé du fait que l'État kurde, on nie l'existence de l'État kurde, on parle de mesures discriminatoires. Les opérations des forces militaires turques à l'encontre du PKK et de ses groupes affiliés dans le sud de la Turquie, en Syrie et en Irak ont été vivement critiquées par les organisations des droits humains. Qu'est-ce qu'on dénonce exactement? Au niveau domestique, la Turquie n'a jamais reconnu l'existence du peuple kurde, ce qui est déjà un problème en soi. Donc, le principal problème, c'est qu'il existe une politique de sécurisation qui entoure les mobilisations kurdes, que ce soit du simple activisme ou par rapport à des politiciens d'origine kurde qui réclament cette identité-là, qui critiquent les politiques du gouvernement ou de l'État turc. Par exemple, en juillet 2024, un rapport de Minority Rights Groups mentionne qu'il y a 22 individus qui ont été arrêtés après un raid contre une librairie puis un centre culturel kurde dans la plus grande ville à majorité kurde du pays, Diyarbakir. Quand on parle des politiciens, c'est tout aussi grave, en fait. Les membres des partis pro-kurdes font souvent état de répression du gouvernement ou de discrimination, du moins. Il existe plusieurs partis aux plusieurs paliers de gouvernement. Le principal parti pro-kurde, c'est le HDP, le Parti démocratique du peuple, pour les élections nationales. Puis il existe des partis au niveau municipal, le Parti de la paix et de la démocratie, le BDP, qui devient le DEM un peu plus tard. Aux élections de 2014-2015, les deux partis pro-kurdes sont énormément populaires. Juste pour dire, par exemple, au niveau municipal, 103 municipalités qui sont remportées par le HDP, puis le BDP, puis le HDP réussit à avoir une place au gouvernement, pas au gouvernement, mais dans le Parlement, en dépassant le 10% des voix minimales, ce qui est une première dans l'histoire du pays. Après ces résultats, nécessairement, le gouvernement se sentait menacé. Donc, les représentants du HDP ont été nommés comme la branche politique du PKK, puis arrêtés pour propagande terroriste. Pareillement, plusieurs membres du DEM, le parti municipal, successeur du BDP, ils ont été déposés en 2024, en novembre. Donc, on remarque clairement de la répression envers les politiciens kurdes qui réclament cette identité-là puis qui critiquent le gouvernement. Dans le cas au niveau régional, dans le cas de la Syrie puis de l'Irak, l'armée turque a changé de posture avec la rupture d'un cessez-le-feu qui avait eu lieu entre 2012 et 2015 avec le PKK, passant à l'offensive en conquérant puis en occupant de vastes bandes de territoire dans ces deux pays, créant du même fait des zones tampons pour mieux contrôler sa frontière. Avec la guerre civile en Syrie puis la crise des réfugiés qui fuyaient vers la Turquie, à première vue, une intervention directe semble justifiable. Par contre, la manière dont c'est mené, c'est très insidieux. Il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, en fait, c'est que ces opérations-là sont surtout menées par des bombardements ou des attaques de drones plus ou moins discriminées, qui infligent souvent des pertes civiles assez considérables, puis des perturbations de services essentiels qui sont déjà rares en Syrie, ce qui augmente du même coup la crise humanitaire dans la région. D'un autre côté, pour occuper le territoire, la Turquie a mis en place un réseau de milices qui agit plutôt comme des groupes criminels organisés que comme des forces de sécurité. Par exemple, au début de l'année, ces groupes ont commencé à cibler disproportionnément les populations kurdes dans les territoires qu'ils occupent, ou se faire la guerre entre eux pour contrôler des routes de marchandage ou de contrebande à la frontière. Donc, ça montre à quel point c'est pas des groupes qui opèrent nécessairement de manière morale. Et la Turquie fait rien pour les contrôler. Parce qu'en fait, ça va dans ses intérêts. Ce qui est encore plus insidieux, en fait, c'est que lorsque les Kurdes fuient ce genre de comportement-là, les populations, des populations d'autres minorités ou d'autres groupes remplacent ou prennent possession des terres qui étaient occupées avant par les Kurdes, ce qui est en fait un programme d'ingénierie démographique non dit.
ce qui est considéré comme une tactique génocidaire par le droit international. Par contre, le fait que c'est pas la Turquie qui met directement en place ces politiques-là diminue en fait ou rend difficile l'imputabilité de ce pays-là, de dire que c'est la Turquie qui est imputable par rapport à ces politiques-là, donc c'est difficile de faire pression sur le pays. Donc on remarque en fait que la politique turque face aux Kurdes, c'est souvent associé à des transgressions quand on regarde les droits de la personne, autant dans sa politique domestique que dans la politique internationale régionale. Et sachant que le PKK est désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, quel rôle est-ce que la communauté internationale elle a joué ou continue de jouer aujourd'hui dans la résolution de la question kurde en Turquie et dans les pays voisins? En général, à chaque fois qu'il y a eu une intervention internationale ou des pressions internationales ou une ingérence internationale plus largement dans la question kurde turque, ça a eu un effet plutôt négatif sur la résolution du conflit puis sur les relations internationales. La désignation du PKK comme une entité terroriste, ce qui est vrai, le Parti Artsakh-Kurdistan a utilisé des tactiques de terrorisme. Donc ça, c'est sans équivoque vrai. Faut pas dire que c'est faux. Mais ça complique énormément les relations internationales quand on parle de la question kurde en Turquie, qui est le centre en fait de la politique étrangère du pays, qui a toujours préféré éviter les tentatives d'ingérence des pays européens ou des pays voisins pour s'occuper lui-même en fait de cette question-là. Depuis sa fondation, le PKK s'est rapidement rendu compte qu'il y a une utilité majeure à se mobiliser dans plusieurs pays, puis à rechercher des ressources à l'extérieur, notamment des ressources financières ou recruter à l'extérieur pour poursuivre sa lutte contre le gouvernement turc. À tous les coups, les relations entre les pays d'accueil qui offraient du support au PKK et la Turquie, même si le support était indirect, se sont refroidis. L'argument en fait du support au terrorisme était central dans la rhétorique turque pour critiquer les pays qui aidaient directement ou indirectement le PKK. Je vais en donner quelques exemples. Premièrement, la Syrie, en fait, qui a été historiquement le plus grand sponsor du PKK en lui offrant du soutien logistique, financier, militaire depuis 1980, entre 1980 et 1998, en fait, pour faire pression dans des négociations sur la Turquie, a dû cesser de le faire puisque la Turquie a menacé d'envahir son territoire pour mettre fin à la campagne d'attentats suicides du PKK qui a eu lieu à la fin des années 90. Donc, première mobilisation de l'argument antiterroriste pour faire pression sur d'autres pays. Deuxièmement, plus récemment, lorsque les États-Unis ont décidé d'offrir leur soutien militaire au Parti de l'Union démocratique, le PYD, pendant la guerre syrienne la guerre en Syrie contre l'État islamique, la Turquie a eu une position défensive parce qu'en fait, le PYD est considéré par la Turquie comme la branche syrienne du PKK, donc un mouvement terroriste. Donc, nécessairement, la Turquie a fortement critiqué ou attaqué ce choix, soutenant que les États-Unis offraient un support à une entité terroriste à sa frontière. Ce qui a mené, en fait, à l'invasion aux invasions successives puis l'occupation du territoire en Syrie. Puis finalement, très, très récemment, en 2022, quand la Suède a tenté de rejoindre l'OTAN, la Turquie s'y est opposée en premier lieu à cause de la reconnaissance suédoise de l'administration autonome kurde du nord de la Syrie, qui est effectivement contrôlée par le PYD, qui, encore une fois, est considérée comme la branche syrienne du PKK, qui est une entité terroriste selon la Turquie. Donc, la même rhétorique a été mobilisée, puis la Turquie a utilisé l'argument du soutien au terrorisme pour faire pression sur la Suède, pour que la Suède mette en place des concessions envers la Turquie pour cesser son soutien aux terroristes du PKK. Donc, en bref, on remarque que, justement, la Turquie utilise régulièrement l'argument de soutien aux terroristes pour éviter l'ingérence étrangère par rapport à la question kurde, ce qui nuit à une résolution du conflit au final, parce qu'en fait, la Turquie, qui conserve sa politique de sécurisation,
est intransigeante par rapport à cette politique-là. Donc, revenons maintenant à l'appel du fondateur du PKK de dissoudre le groupe. Si l'on tient compte des années de persécution de la minorité kurde, comment les Kurdes de Turquie et ceux de la diaspora perçoivent-ils cet appel à la paix? Le considèrent-ils comme une opportunité pour leurs droits ou comme une illusion face aux persécutions passées? Il faut commencer, je crois, par mentionner que c'est loin d'être tous les Kurdes qui soutiennent le PKK en Turquie inclusivement. Donc, il y a déjà une majorité de Kurdes de Turquie qui favorisent une approche pacifique et démocratique pour l'obtention de leurs droits. Donc, pour eux, nécessairement, c'est plutôt positif de voir un appel à la fin de la lutte armée parce que ils vont pouvoir se concentrer exclusivement là-dessus, puis ça va permettre une fenêtre d'opportunité pour une mouvance plus démocratique ou un dialogue. Par contre, pour une frange considérable de la population kurde en Turquie, il reste des forts doutes. Quand un conflit est prolongé, on observe souvent le développement d'un dilemme de sécurité. Puis la caractéristique principale d'un dilemme de sécurité, c'est l'absence de confiance qui est causée par l'incapacité de mettre fin au conflit ou à offrir des garanties crédibles malgré la fin des hostilités. Puis on remarque en fait que dans le cas des Kurdes en Turquie, le conflit entre la Turquie et le PKK, il y a eu plusieurs cessez-le-feu qui ont eu lieu historiquement, surtout unilatéralement déclenchés par le PKK, qui n'ont rien donné. Je vais en donner 3 exemples. En 1993, le PKK déclare un cessez-le-feu. La Turquie ne répond pas nécessairement à ce cessez-le-feu-là. Il n'y a pas de concessions qui sont faites. Retour au conflit. En 1999, après la capture d'Abdullah Öcalan, il y a quelques concessions turques qui ont été faites entre 1999 et 2004, mais rien, il n'y a pas de changements fondamentaux dans la reconnaissance des droits ou dans la reconnaissance culturelle des Kurdes en Turquie. Donc, nécessairement, il y a un manque de confiance. Retour du conflit en 2004. Puis finalement, le plus récent cessez-le-feu et processus de paix qui a eu lieu, ou le plus important, c'est celui de 2012, entre 2012 et 2015, qui est en fait qui n'a pas mené à des réelles concessions ni de garanties gouvernementales, ce qui est très grave en fait, parce que c'est un processus de 3 ans où il y avait beaucoup d'attentes. Puis ça a quand même mené à un retour des combats, puis même une position beaucoup plus offensive de la Turquie, qui a fini par envahir des grandes zones à majorité kurde en Syrie puis en Irak pour former des zones tampons puis expulser le PKK de sa frontière. Donc il y a un double manque de confiance à ce niveau-ci. Puis finalement, justement, quand on regarde le passé houleux des relations entre la Turquie et le PKK, c'est assez clair qu'il y a un grand manque de confiance au sein des populations kurdes qui demandent des garanties claires et des concessions de la part du gouvernement pour prendre au sérieux un processus de paix. Puis on remarque en fait qu'il y a 2 conditions principales à la démobilisation ou à la réponse de la population kurde par rapport à l'appel de démobilisation ou la dissolution du PKK, qui sont la libération d'Abdullah Öcalan, qui est emprisonné depuis 1999. Abdullah Öcalan est considéré comme le seul qui peut mener les négociations. Ça, en fait, le leader, le commandant des troupes du PKK le dit lui-même, en fait, le HDP le dit lui-même, que c'est le seul qui peut mener les négociations. Il n'y a personne d'autre qui peut s'en occuper. Donc, ça prend absolument une libération physique du leader Öcalan. Et deuxièmement, ça prend la fin des combats en Syrie puis en Irak. Malgré qu'il y a eu un cessez-le-feu unilatéral qui a été déclaré par à peu près toutes les branches du PKK contre les Turcs, il y a quand même des bombardements qui sont faits. Les combats n'ont pas cessé depuis l'appel au cessez-le-feu en fin février. Donc, c'est sûr que il y a encore un manque de confiance là, parce que la Turquie a le gros bout du bâton, puis il n'y a pas de concessions qui sont faites. Donc oui, c'est une opportunité, mais la position puis l'ouverture gouvernementale par rapport à ce processus de paix-là va être importante pour concrétiser un accord de paix durable à long terme. Donc, quel rôle la communauté internationale pourrait-elle jouer dans la protection des droits des Kurdes en Turquie et ses diasporas dans ce cas?
pense que je vais surprendre personne en disant que les prochaines décennies semblent pas très favorables à l'interventionnisme international. Puis je pense aussi, en fait, que la résolution du conflit kurde, c'est le moindre des soucis de la communauté internationale en ce moment, incluant les pays de la région qui sont plutôt tournés vers le Yémen et Gaza ou d'autres conflits qui sont considérés plus importants. Puis finalement, la position turque, en fait, Recep Tayyip Erdogan a mis énormément de ressources pour rendre son pays une puissance régionale. Ce qui lui donne, en fait, la Turquie n'a jamais eu une position aussi favorable sur la scène régionale et internationale, ce qui rend difficile pour les autres pays de faire pression efficacement sur l'administration turque. Cependant, malgré tout ça, qui est plutôt négatif, il ne faut pas oublier que les Kurdes eux-mêmes ont une agentivité. Donc, les communautés kurdes au sein de la Turquie puis à travers le monde sont extrêmement mobilisées, politisées, puis c'est eux qui possèdent la clé, en fait, de la résolution du conflit entre leurs mains. En Turquie, les prochaines élections présidentielles qui sont annoncées pour 2028 vont être cruciales pour déterminer l'avenir des Kurdes du pays. Puis, il y a déjà des problèmes par rapport à ces élections-là qui démontrent l'impopularité de la politique actuelle turque. Donc, par exemple, depuis le 19 mars 2025, il y a eu l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, qui allait être consacré comme le candidat du CHP à la présidentielle de 2028, qui a causé une marée monstre de manifestations dans le pays, ce qui illustre bien justement ce ras-le-bol collectif par rapport à la politique d'Erdogan en Turquie en général. Si le mouvement aboutit, ça peut avoir des conséquences positives pour les Kurdes de Turquie aussi, parce que ça permettrait d'avoir un changement plus ou moins radical, en fait, de la politique turque en général. Puis, si justement il y a la fin de la violence par le PKK, si le PKK est effectivement dissous, ben ça pourrait juste encore plus profondément diminuer les tensions au sein du pays entre les Kurdes et les Turcs, ce qui offrirait une place à un dialogue constructif au sein de l'arène politique, puis à la fin de la politique de sécurisation qui entoure la culture kurde dans le pays. Il y a un seul acteur de la communauté internationale qui va peut-être essayer de s'ingérer. Puis en fait, cet acteur-là, c'est le gouvernement régional du Kurdistan en Irak, qui est dirigé par la famille Barzani. Ce gouvernement-là, en fait, qui était le principal opposant au PKK dans la région ou dans le monde en tant que leader des Kurdes, peut réclamer, avec l'abolition du PKK, que c'est maintenant la seule entité kurde légitime et reconnue, ce qui augmenterait son statut à l'international. Puis ce qui caractérise le gouvernement régional du Kurdistan, c'est ses liens avec la Turquie, justement. Ils entretiennent des assez bonnes relations avec la Turquie depuis une dizaine d'années. Donc, ça pourrait aider favorablement la résolution du conflit kurde en Turquie. Mais c'est vraiment les manifestations actuelles qui vont avoir le plus gros impact, à mon avis. Alexandre, un grand merci d'avoir pris le temps de vulgariser en quelques minutes ce conflit pour le moins très complexe. Tu as parlé de l'angle de la sécurité, tu as parlé de stratégie géopolitique, de droit international, des relations entre groupes non étatiques et l'État. Ton point de vue a été super utile et éclairant et je pense que ça va vraiment permettre à nos auditeurs, auditrices de comprendre ce qui se passe dans cette région. Donc, définitivement, c'est un dossier à surveiller. Encore une fois, merci beaucoup pour ta participation et on a hâte de voir ce que tu vas écrire sur le sujet. Merci à vous. Bye. Notre invité était Alexandre Laure. À l'animation, Anne Guérin-Lévesque et Diana Catalan. À la recherche, Camille Thom. Au montage et à la musique originale, Jean-François Rancourt. Le monde en question est une production de l'Observatoire des droits de la personne.